Cet épisode aborde des thèmes sensibles, notamment le suicide et la santé mentale. Si ces sujets sont difficiles pour vous, nous vous invitons à écouter avec prudence ou à passer cet épisode. Des ressources d'aide sont disponibles et mentionnées à la fin de l'épisode. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la disparition de Diane Bonneau. Et moi, je vous raconte l'histoire unique de M. Claude Paquin. Vous écoutez le balado Captive. Annie, me revoici aujourd'hui avec une histoire de disparition toute discrète, très effacée. Le genre de disparition qui passe complètement sous le radar de la plupart des gens, excluant bien entendu la famille et l'entourage, pour qui une disparition, c'est toujours le pire des cauchemars. Le drame dont je vais te parler aujourd'hui, je suis pas certaine qu'il a dépassé les frontières de sa région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand il est survenu en 2012. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler de cette disparition-là avant que plusieurs auditeurs m'en fassent mention. Des auditeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement, qui, eux, n'ont pas oublié. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, elle est importante. Importante comme toutes les disparitions, évidemment, mais peut-être même encore plus parce qu'elle est très peu mentionnée dans les médias ailleurs qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'elle se déroule sans bruit, sans déploiement et sans grand tapage, comme on peut le voir quelquefois dans certains autres récits. Si je voulais le dire grossièrement, Annie, je dirais que c'est une histoire dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Puis c'est exactement la raison pour laquelle c'est si important de la raconter. Ce que je te dis, c'est peut-être contre-intuitif, dans le cadre d'un balado, mettons, où on est supposé, entre autres, vouloir un récit hyper percutant, prenant, pour capter l'attention des auditeurs, mais moi, je refuse de tomber dans ce piège-là. La vérité, c'est que des fois, l'histoire est juste importante et qu'on lui doit une voix, une oreille, même si c'est juste pour la faire exister, pour se souvenir. Aujourd'hui, Annie, laisse-moi te raconter l'histoire très effacée de la disparition de Diane Bonneau. Honnêtement, la couverture médiatique de la disparition de Diane Bonneau au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2012, elle a été assez large. Le journal Le Quotidien, entre autres, a presque couvert l'affaire au jour le jour. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur les recherches pour retrouver Diane, ce qui est fabuleux. Mais ce que je n'ai trouvé nulle part, Annie, c'est un contexte, un historique, une victimologie finalement qui m'aurait permis de te parler de Diane, de sa personnalité, de sa vie, de son quotidien. Pourtant, notre chère collaboratrice Isabelle Landry m'a remis un dossier de recherche imposant. J'ai lu ou visionné près d'une quarantaine de sources en tout et partout concernant Diane et sa disparition, mais très peu d'entre elles m'ont appris quoi que ce soit sur la jeune femme. Ça va être difficile pour moi de te parler d'elle, mais voici ce que j'ai réussi à comprendre de cette magnifique femme de 33 ans, aux cheveux blonds, aux yeux pairs, une citoyenne de Saint-Félicien, une municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Diane Bonneau, c'est la fille d'Émile Bonneau et de Jacqueline Dion. Elle a 2 frères et une sœur. Mais Diane, c'est avant tout la maman d'un petit garçon de 6 ans. Puis à l'aide des avis nécrologiques, parce que oui, Annie, ça peut sembler très morbide et glauque, mais je fais toujours ça dans le cadre de Captive, des recherches nécrologiques pour comprendre un peu l'historique familial. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fini par comprendre que malheureusement, le père du petit garçon de Diane est mort en 2008. Ouais. Impossible de savoir si Diane était encore avec lui au moment de son décès, mais je suis consciente que peu importe s'ils étaient encore un couple, ça a dû être très difficile pour elle de perdre le papa de son garçon qui avait à peine 2 ans en 2008. Bref, certainement un drame pour elle, encore plus pour le petit qui, malheureusement, finira par perdre sa mère aussi, littéralement. Tout ça avant l'âge de 7 ans. Impossible pour moi, Annie, de te dire si Diane occupait un emploi à la fin du printemps 2012, mais selon ce que j'ai pu amasser comme information, elle était à ce moment-là en couple avec un homme, Patrice Ouellette, qu'elle connaissait depuis moins d'1 an.
Depuis 6 mois, le couple partageait une maison, à ce que j'ai pu comprendre, sur le boulevard Jardin à Saint-Félicien. Patrice Ouellette était lui-même père de 3 garçons, donc pas mal sûr que ça devait brasser à souhait dans cette famille, nouvellement recomposée avec 4 petits gars dans la cabane. Au fil de mes lectures, Annie, j'ai réalisé que tout ne semblait pas absolument limpide et calme dans la vie de la belle Diane et que les derniers mois de l'hiver 2012 ont peut-être été assez difficiles. Dans un très long article du journal Le Quotidien du 14 septembre 2012, le conjoint de Diane explique aux journalistes que sa blonde a dû être admise à l'hôpital au printemps pour une désintoxication d'1 semaine. Nulle part on précise de quoi elle a dû se désintoxiquer, mais toujours selon la version du conjoint, Diane avait aussi quelques ennuis de santé mentale, lesquels étaient traités par des médicaments qu'elle ne prenait pas nécessairement de façon très assidue. Bref, le conjoint insinue que les derniers mois avaient été très difficiles pour Diane et que bien que son hospitalisation lui avait fait grand bien, certains jours étaient moins faciles côté moral. Cela dit, on s'entendra pour dire qu'elle allait beaucoup mieux depuis quelques semaines et que les mauvais jours semblaient derrière elle. Le dimanche 17 juin 2012, Diane passe une partie de la journée à Normandin, chez sa mère, à une trentaine de kilomètres de chez elle. Diane est en pleine forme et de bonne humeur. Elle placote avec sa mère une bonne partie de la journée et lui fait part d'un projet fou qu'elle caresse, s'occuper des abeilles et apprendre à faire du miel. Avant de partir, Diane offre à sa mère une partie des casseaux de fraises fraîches qu'elle a dans sa voiture, ce qui fait sourire Jacqueline. « Garde les dons pour toi. » C'est ce qu'elle répond à sa fille avant de l'embrasser et de la regarder partir. C'est la dernière fois que Jacqueline Dion a vu sa fille. Le mardi 19 juin, autour de midi, Patrice Ouellette rentre d'une matinée passée avec ses garçons au salon de quilles. En entrant dans la maison, il se rend compte assez rapidement que Diane est absente. Bien qu'il trouve surprenant de trouver sur la table à cuisine son paquet de cigarettes qu'elle ne laisse pourtant jamais derrière elle, il n'est pas si étonné de voir que Diane a quitté la maison. Bon, il faut dire qu'elle a l'habitude d'aller marcher quotidiennement. Patrice Ouellette explique aux journalistes du quotidien qu'il commence à trouver l'absence de sa conjointe étrange autour de 16 heures, alors que le fils revient de l'école et que la mère n'est toujours pas revenue, ce qui est absolument contraire à ses habitudes. Ouellette affirme être alors parti à la recherche de Diane en voiture, accompagnée du petit garçon. Ils ont tenté de localiser Diane durant une bonne heure avant de revenir à la maison et de l'attendre. C'est quelques heures plus tard, autour de 20 heures, que Patrice Ouellette contacte les policiers pour les aviser de la situation. Diane Bonneau est alors officiellement portée disparue. C'est quand même rapide, là. Oui, tu as raison, Annie, c'est assez rapide. Assez rapidement, justement, on se rend compte que Diane est partie sans amener le moindre objet personnel. Elle n'a ni ses cigarettes, ni ses clés, ni son sac à main. En fait, c'est simple. Les seuls objets personnels qu'elle semble avoir avec elle sont ses vêtements, que son amoureux n'est pas en mesure de décrire, et ses espadrilles roses. Pour le reste, tout semble être resté à la maison, ce qui laisse penser que Diane n'avait pas prévu partir pour bien longtemps. Ça, c'est si elle avait prévu partir tout court. C'est dans le quotidien du 21 juin 2012 que je retrouve les premières traces de cette histoire. Selon la parution, les recherches pour retrouver la mère de 33 ans sont en branle depuis les premières minutes suite à la déposition de Patrice Ouellette. Et 48 heures à peine après la disparition de Diane, les recherches sont sur le point d'être suspendues. La porte-parole de la Sûreté du Québec de la MRC Domaine du Roi, qui est en charge de l'enquête, explique que les équipes ont ratissé le secteur boisé entre la maison du boulevard Jardin, où Diane a été vue la dernière fois, et la rivière Ashwapmouchouane, et qu'aucun signe de la dame n'a été remarqué. On s'est aussi arrêté un long moment dans le périmètre des Chutes à Michel, un espace où le courant est très fort, surplombé, tu sais, là, de rochers plats où on peut aisément marcher en sautillant d'une plateforme de roche à une autre, là. Un endroit que Diane aimait bien visiter, non loin de chez elle. L'hélicoptère de la SQ est mis de la partie et survole durant une bonne partie de la journée du 21 juin la rivière Ashwapmouchouane. En point de presse, en soirée, la porte-parole de la SQ explique que 20 policiers de l'unité d'urgence ont travaillé sur un périmètre de 5 km de long par 500 mètres de large, sans avoir décelé le moindre indice. D'un commun accord avec la famille. Ça, c'est ce qui est relaté dans le journal, Annie, là, mais permets-moi de douter que la famille était réellement en accord avec ça. Là. Les policiers décident d'interrompre les recherches sur le terrain jusqu'à l'obtention d'une nouvelle piste. Bon, je te dis nouvelle piste, là.
piste tout court parce que pour le moment, Annie, il n'y a rien qui explique l'absence de Diane, encore moins sa disparition. On a eu beau fouiller la maison de fond en comble, on ne retrouve aucune note ou lettre qui pourrait expliquer, disons, l'absence de Diane. Mais si rien n'explique pourquoi Diane manque à l'appel, les proches sont rapidement en mesure de dire ce que n'est pas son absence, soit certainement pas un départ volontaire. La famille de Diane est unanime, elle n'aurait jamais décidé de partir en laissant son fils derrière, même temporairement. Chaque fois qu'elle devait s'absenter, elle avait toujours fait des arrangements pour que quelqu'un s'occupe de son fils. Cela dit, Annie, assez vite dans les médias, on nomme les hypothèses priorisées par la police. En premier, l'accident, où on entrevoit un scénario où Diane serait allée se promener dans les roches des chutes à Michel et aurait perdu pied avant d'être emportée par le fort courant. Ou alors, un geste plus volontaire, un suicide, toujours en lien avec les chutes à Michel et la rivière Ashwaubenon. Évidemment, on émet cette hypothèse puisque Diane avait eu des périodes plus difficiles en début d'année, en omettant par contre le fait que tous disaient qu'elle semblait aller beaucoup mieux depuis quelques semaines. C'est difficile de juger, hein? On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. On en a parlé souvent ici. Le suicide, c'est pas toujours un plan net et précis et ce n'est pas toujours non plus cohérent avec l'état d'esprit qu'on tente de projeter. Cela dit, Annie, je vais te le dire d'emblée ici, semble que la théorie d'un acte criminel n'a jamais été soulevée par la police. En tout cas, moi, je l'ai vue nulle part dans les comptes rendus policiers. D'un point de vue extérieur, on dirait que cette théorie-là n'a jamais existé sérieusement au sein de la SQ dans l'histoire de Diane Bonneau, mais c'est certainement pas le cas. La piste criminelle a dû être explorée de fond en comble, j'en suis sûre. Elle n'a juste jamais été médiatisée. Dans les premières heures suivant le drame et dans les premières couvertures de l'affaire, ni les parents ni le conjoint ne semblent être mis de l'avant. On effleure le fait que le conjoint de Diane est ébranlé et qu'il contribue aux recherches sans plus. Comme je te disais d'entrée de jeu, Annie, c'est une couverture d'événements très factuelle qui repose presque exclusivement sur les actions posées par la SQ et qui laisse très peu de place aux réactions et aux déclarations des proches dans les premières semaines. Est-ce que c'est anormal? Absolument pas. Je me mets à la place des proches. Tu dois tellement être sous le choc quand une histoire du genre arrive. Tu dois même pas savoir quoi dire, honnêtement. Mais ça doit dépendre des familles. Il doit y avoir des familles qui ont envie de le crier sur tous les toits pour avoir des réponses. Tu as tout à fait raison, puis on l'a vu dans plusieurs des cas qu'on a soulevés ici dans Captive, mais reste que tu dois tellement être dans une espèce d'état de choc complet. Ouais. J'imagine que les journalistes qui viennent te voir et qui te posent des questions, tu dois être dans un brouillard cérébral, à même pas savoir quoi leur répondre. C'est sûr. Donc, en soirée du 21 juin, 48 heures après la disparition mystérieuse de Diane, le camion de pompiers qui servait de poste de commandement plie bagages et quitte le secteur. Les patrouilleurs restent jusqu'au coucher du soleil pour distribuer des affiches avec la photo de Diane aux cyclistes qui s'apprêtent à longer la rivière sur la piste cyclable, puis tout le monde rentre chez lui. La seule qui n'a pas cette chance, c'est Diane Bonneau. Ça va prendre presque un mois avant qu'on ne revienne sur les événements dans les journaux. Difficile de dire ce qui motive les policiers à ce moment-là, mais le 18 juillet, les recherches reprennent et le suivi dans les médias aussi. Un nouveau poste de commandement s'installe à la halte routière près des chutes à Michel et encore une fois, une bonne vingtaine d'agents sont déployés pour balayer le terrain et la rivière. Cette fois, par contre, la SQ est aidée par des bénévoles de Sauvetage 02 et de Recherche et Sauvetage Québec Métro. La navigation sur la rivière Ashwaubenon est très dangereuse à cause des forts courants et les équipes font leur possible, mais les conditions ne sont pas idéales. Les recherches sont difficiles. Pendant qu'une équipe est dans la rivière, les autres secouristes se concentrent autour de la maison de Diane. Voici ce que rapporte la porte-parole de la Sûreté du Québec. Annie? Des informations obtenues nous amènent à fouiller plus attentivement derrière sa résidence et près de la rivière, car la dame avait l'habitude de s'y rendre. Difficile de dire c'est quoi ces nouvelles informations-là. La police garde ça pour elle. Mais une chose est certaine, on continue de prioriser l'accident ou le suicide. La SQ admet aux journalistes que sur le terrain, ils utilisent même un patron de recherche correspondant à une personne qui aurait mis fin à ses jours. Bref, malheureusement, ces nouvelles recherches ne donnent rien, absolument rien. Il n'y a aucune trace de Diane Bonneau, nulle part. Aucun indice de son passage, nulle part. Et bizarrement, Annie,
contrairement à la plupart des disparitions que je raconte ici, semble qu'il y a à peine eu de signalement. Tu sais, on le sait, je le raconte souvent, là, quand quelqu'un disparaît et que sa disparition est médiatisée, ça enclenche souvent une horde de signalements qui arrivent de partout. Hein. Les gens croient reconnaître la personne disparue et se manifestent aux autorités. Dans le cas de Diane Bonneau, à part un homme qui pense avoir vu une dame blonde marcher sur les rochers des Chutes à Michel le 20 juin autour de 4 heures du matin, soit plus d'une douzaine d'heures après la disparition de Diane, semble que ce soit resté, somme toute, assez tranquille du côté des signalements. Bon, je dis ça sous toute réserve, hein, bien consciente que les médias n'ont pas accès à toute l'information dans le dossier non plus. Les policiers demeurent philosophes dans les médias, avançant que s'ils n'ont rien trouvé, les dernières recherches ont tout de même permis de fermer des portes. Ils n'ont pas tort. À la mi-septembre, de nouvelles recherches reprennent dans le secteur de la forêt-école du cégep de Saint-Félicien. On marche aussi des deux côtés du boulevard Jardin, à proximité de la maison où Diane a été vue pour la dernière fois. Clairement, les policiers ne cherchent plus une personne vivante, mais tentent de repérer un corps. D'ailleurs, le coordonnateur des recherches explique aux journalistes un fait intéressant que je ne savais pas, soit qu'une personne suicidaire est généralement retrouvée à plus ou moins 275 mètres d'un chemin d'accès. Ouais. En d'autres termes, il semble qu'on ne va jamais très, très loin pour commettre l'irréparable. On comprend avec toutes ces démarches que les policiers semblent toujours convaincus qu'ils ont affaire à un geste volontaire de la part de Diane. Mais là, Annie, je te connais, là. C'est sûr que tu es quand même agacée par le conjoint dans toute cette histoire-là. Tout à fait. Je veux dire, honnêtement, moi aussi, je trouvais ça bizarre de ne rien lire à son sujet et de ne pas le voir se manifester dans les médias. Tu sais, les statistiques sont quand même là pour nous rappeler qu'on a raison de douter du chum. Quand une femme disparaît, là, on n'invente pas ça pour se rendre intéressante. Surtout qu'on est quand même ici face à une histoire classique sous le thème « Ah, elle était partie quand je suis revenue, là, je sais rien de plus. » Bon. La vérité, c'est que c'est quand même lui la dernière personne à l'avoir vue et que Diane, après ça, est mystérieusement disparue, partie sans rien. Même pas ses cigarettes, complètement volatilisées. Ben, j'ose croire qu'ils l'ont questionné, là. Là, attention, hein, loin de moi l'idée de vouloir accuser son chum. Non, c'est vraiment pas ça que je dis, mais son absence totale dans toute la couverture de l'histoire m'a dérangée. Il va falloir attendre septembre 2012, soit 3 mois après la disparition de Diane, pour qu'on le voit enfin apparaître dans l'histoire. Dans un très long papier du quotidien, on retrouve enfin la version de Patrice Ouellette et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas la seule avec mes doutes et mes malaises. Patrice Ouellette l'explique d'ailleurs très bien aux journalistes. D'entrée de jeu, il admet s'être prêté au polygraphe à la demande insistante de la famille de Diane. Il a dit l'avoir fait pour dissiper les doutes à son endroit. Annie, je te laisse nous lire sa déclaration. J'ai passé le polygraphe à la demande de la famille et j'ai été blanchie. Je sens que les gens me regardent en ville comme si j'étais responsable de la disparition de Diane. Je ne suis pas coupable. Ouellette précise qu'il a trouvé pénible l'exercice du polygraphe, entre autres parce que les policiers se sont beaucoup attardés sur son passé, qui semble pour le moins sinueux. Je le cite. « J'ai fait des niaiseries, je les assume, j'ai payé ma dette. » Bref, je ne sais pas ce qu'entendait Patrice Ouellette par là, ni quel genre d'homme il est, mais la SQ est sans équivoque sur la question à ce moment-là de l'enquête. Suite à leur travail d'investigation, ils concluent que Patrice Ouellette n'avait aucun mobile ni raison de faire disparaître sa conjointe et que le dossier de Diane Bonneau est toujours traité comme une disparition et non pas comme un acte criminel. Quand on lui demande c'est quoi son feeling par rapport à la disparition de sa blonde, Patrice Ouellette répond qu'il n'en a aucune idée, qu'il ne la connaissait pas assez pour avoir un feeling sur sa disparition. Il soutient qu'il ne sait pas si elle s'est suicidée, mais que selon lui, elle ne démontrait aucun signe qui aurait pu lui faire croire qu'elle avait envie de mettre fin à ses jours dans les dernières semaines. Il se souvient qu'elle avait eu une baisse d'énergie 2 jours avant de disparaître, mais qu'il n'avait pas trouvé ça anormal compte tenu de son historique. Patrice Ouellette semble persuadé que Diane se trouve dans l'eau. Il confie avoir hâte qu'on la retrouve, qu'il puisse tourner la page. C'est la première et la dernière fois qu'on va entendre parler de Patrice Ouellette dans toute cette histoire. Bref, semble que ce n'est pas non plus du côté de l'amoureux que les réponses se trouvent. En fait, c'est assez simple, Annie, là. Peu importe où on se tourne, des réponses, il n'y en a pas dans le dossier de Diane Bonneau. Elle s'est volatilisée, littéralement.
Presque un an jour pour jour après sa disparition, soit le 25 juin 2013, Diane fait les manchettes à nouveau dans les journaux de la région. La Sûreté du Québec remet les embarcations à l'eau pour aller sillonner un secteur de la rivière Ashwaubenon, toujours, mais cette fois-ci à environ 500 mètres du quai municipal de Saint-Félicien. C'est suite à l'appel d'un pêcheur que les recherches sont amorcées de nouveau. L'homme affirme qu'il aurait retiré de l'eau, au bout de son hameçon, une poignée de cheveux blonds. Arrête. Il aurait remis les cheveux à l'eau, mais aurait tout de même contacté les policiers pour leur faire part de sa prise, pour le moins étonnante. Ben voyons donc. La Sûreté du Québec s'installe donc sur ce secteur de la rivière à l'aide de plongeurs et même d'un sonar. Mais malheureusement, tu me vois venir, Annie, rien du tout. Pourquoi ils les ont remis à l'eau? Ah, je sais pas, mais Maudit! petite parenthèse ici pour te dire que j'admire incroyablement le sang-froid que ça doit prendre aux plongeurs pour sillonner des fonds marins à la recherche d'un cadavre. Tu sais, tu dois quand même être un peu nerveux de tomber sur une espèce de vision d'horreur. Non, c'est ça, là, ça doit pas être... Tu sais, imagine-toi, là, dans le grand silence, avec juste le bruit de ta respiration. Ah puis... oui, l'eau brouillée un peu, puis non, c'est ça. J'aurais jamais le gars de te faire une affaire jamais de la vie. Bref, 4 mois après cette énième tentative pour repérer Diane, en octobre 2013, nouveau soubresaut dans l'enquête. Une dame qui circule dans les bois à Notre-Dame-de-Lorette, à une 60aine de kilomètres de Saint-Félicien, tombe sur une pile de vêtements recouvrant des ossements. Oh! Après vérification, il s'agit bien d'ossements humains. Dans les médias, on informe la population de la nouvelle, soutenant que d'instinct, on pense à David Fortin ou à Diane Bonneau, évidemment. Les analyses seront faites au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal et, à ce que j'ai pu comprendre, aucun match d'ADN n'a encore été trouvé dans ce dossier à ce jour. En quelle année, ça? En 2013. Ben voyons. Oui. Ben là, attends, ça fait 12 ans? Oui. Puis il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas eu de match encore d'ADN, non. Ah non, ça veut dire que c'est une personne qui était disparue. Ben, en tout cas, qu'il n'y a pas, probablement qu'il n'y a pas d'ADN dans les systèmes. Donc, c'est pas une des personnes disparues. Ah, exact. mon Dieu. Ouais, exactement. Ah, c'est triste. Exact. Oui, c'est vraiment triste. 5 longues années se sont écoulées depuis la disparition de Diane et ce sont 5 années de trop pour la famille qui, jusque-là, s'est montrée extrêmement discrète dans les médias. Cela dit, en mars 2017, il lance un cri du cœur dans le quotidien. La famille sollicite l'aide du public, persuadée que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Le moins qu'on puisse dire, Annie, là, c'est que pour eux, l'acte criminel, il est loin d'être balayé du revers de la main. Hein? Impossible de rester indifférente devant le plaidoyer de Stéphane Bonneau, le frère de Diane. Annie? Ma sœur était quelqu'un d'enjoué. Il n'y a aucun signe qui nous aurait laissé croire à un suicide dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Est-ce un suicide, un accident, un acte criminel? Ça va faire bientôt 5 ans et aujourd'hui, on aimerait vraiment savoir ce qui s'est passé ce jour-là. C'est très difficile de ne pas connaître la vérité. Je n'ose même pas imaginer comment c'est dur, Annie, pour une famille dans un contexte aussi vide et étanche que celui de la disparition de Diane, où il n'y a absolument aucun indice, aucune piste, rien pour expliquer ou aider à comprendre ce qui est arrivé à Diane, rien. Puis malheureusement, c'est pas le cri du cœur senti de la famille Bonneau qui va régler quoi que ce soit. Les années passent et le mystère persiste. Puis, en novembre 2017, une nouvelle découverte d'ossements par un homme qui effectuait des travaux de débroussaillage sème à la fois l'espoir et l'effroi chez nombre de familles de disparus du Saguenay. Hein. C'est dans la petite municipalité de Saint-Bruno, sur le rang 6 plus précisément, qu'on fait la découverte. Il faudra attendre des mois pour savoir si l'on vient de retrouver l'un des nombreux disparus de la région. On pense cette fois-ci à David Fortin et Diane, oui, mais aussi à Hélène Martineau, disparue quelques mois avant, ou à Michel Thériault, qui manque à l'appel depuis 2016. L'annonce sera faite en avril 2018 et il s'agit des restes de Michel Thériault. La Sûreté du Québec parle d'un geste volontaire. Ah, c'est triste. Quelques jours suite à la découverte des ossements, ce qu'on peut imaginer comme des montagnes russes pour toutes les familles des disparus, celles de Diane comprises, les Bonneau reviennent dans les médias et annoncent qu'ils offrent une récompense de 2000 $ à quiconque pourra amener de nouvelles pistes dans ce dossier. Rien à faire, personne ne répond à ce nouvel appel désespéré de la famille. Encore 5 longues années passent, Annie, puis tu vas pas me croire. On tombe pour une 3e fois sur des ossements humains non identifiés au Saguenay. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois en juin 2022.
Je ne sais pas si tu vas te souvenir de cette histoire-là, mais moi, oui. Nombre d'auditeurs nous avaient envoyé cette nouvelle. On avait tous en tête les disparus dont on avait raconté l'histoire chez Captive et on se croisait les doigts pour que le fardeau d'une famille soit enfin achevé avec des réponses. Cette fois, la découverte s'est faite sur plusieurs jours à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix. On a commencé par trouver des ossements dans une botte, rappelle-toi, puis d'autres parties d'un squelette les jours suivants, un peu plus loin sur la plage. Ça aura pris 4 longs mois pour faire la lumière sur cette découverte troublante. On venait de retrouver les restes de Chantal Morin. Cette pauvre femme de 24 ans se serait jetée dans la glaciale rivière Mistassini en février 99 à Nice. Ouais, 23 ans plus tôt, devant quelques témoins. Sa famille a toujours souhaité retrouver son corps, puis écoute ça, a décidé de contacter les policiers quand ils ont su que les ossements ont été retrouvés sur la plage. Peut-être que la photo de la botte leur a mis une puce à l'oreille, je sais pas. Mais tu parles d'une histoire? Ouais, cela dit, un des frères a donné son ADN au cas où et bingo! Ben voyons donc! Il y a eu un match. C'est absolument incroyable, cette histoire. Ben oui! Ça me donne des frissons dans le dos de penser à tout ce qu'ils ont dû vivre, cette famille-là, puis à quel point ça montre qu'on ne décroche jamais de chercher quand un de tes proches disparaît, là, au point où tu fais encore ce genre de démarche-là un quart de siècle plus tard. Hey, Michel, ça redonne de l'espoir. Bien, justement, c'est ce que j'allais dire. Non seulement c'est un dénouement spectaculaire, mais ça doit donner beaucoup d'espoir. Je vais mettre espoir en guillemets, là, parce que c'est quand même triste, là, mais c'est excessivement incroyable comme dénouement. Au moins, les restes de Chantal Morin sont réunis avec sa famille, tu sais. Pour la plupart de ces familles-là, là, c'est tout ce qu'elles demandent, tragiquement. C'est tout ce qu'on souhaite à la famille Bonneau, de retrouver Diane et de la ramener auprès d'eux, à défaut de comprendre et de savoir ce qui a bien pu lui arriver le 19 juin 2012. Je vais te laisser avec un très beau message que j'ai vu sur la page de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, laissé par Jacqueline, la mère de Diane, où elle énumère tout ce que sa fille est et sera toujours pour elle. Enjouée, bonne cuisinière, énergique, maman généreuse, travaillante, intéressée à tout ce qui se passe autour d'elle, amoureuse de la vie, de la musique et de la danse. J'espère que quand elle ferme les yeux, c'est ça que Jacqueline Dion voit. Une jeune femme magnifique avec toutes ses qualités. J'espère qu'elle a encore en mémoire toutes ces belles choses à propos de sa belle Diane et que quelquefois, elle arrive même à se souvenir de sa vie d'avant, quand elle était là, avec elle, et que la disparition ne prenait pas encore toute la place. Bon, aujourd'hui, Michel, là, attache-toi tuque avec de la broche, comme on dit, là. Je savais au départ que c'était un sujet dense, mais jamais je me serais douté que je plongerais dans un tel rabbit hole. Tu sais, les premiers reportages et les articles de journaux que j'ai consultés dataient de 2024. Donc, on parle de développement assez récent. Pourtant, plus je fouillais et plus je remontais le temps jusqu'à ce que je sombre dans les archives journalistiques des années 70. Période prédominante, même mythique, je dirais, là, du milieu interlope de Montréal. Bien sûr. Comme à l'image du monde criminel de cette époque-là, on va naviguer à travers le crime organisé, les braquages, le trafic de drogue, le meurtre et la corruption. Je t'amène donc à travers différents récits dans différentes époques, mais qui ont tous pour trame de fond le destin d'un seul homme. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire unique de M. Claude Paquin. Je te ramène le 1er octobre 1978. Il y a des chasseurs qui tombent par hasard sur 2 cadavres dans un boisé de Saint-Colomban, dans les Basses-Laurentides, à une 50aine de kilomètres au nord de Montréal. 4 jours plus tard, on annonce dans les journaux l'identité des 2 victimes qui ont visiblement été froidement assassinées. Il s'agit de Ronald Bourgouin, 25 ans, et sa copine Sylvie Reva, 22 ans. Le couple a été porté disparu quelques mois avant, soit depuis le 28 juin. Une enquête est ouverte dans le but, évidemment, de faire la lumière sur le crime. Mais l'enquête tombe au point mort. 5 longues années vont s'écouler avant qu'enfin des accusations soient portées concernant le double meurtre. En mars 1983, Claude Paquin, alors âgé de 40 ans, est formellement accusé de meurtre au premier degré, tout comme 2 autres co-accusés, Michel Telmos et Jean-Pierre Gauthier.
Selon la preuve, Paquin aurait commandé le double meurtre et Telmos et Gauthier auraient participé à abattre le couple. Par la nature du crime et à la lumière de la preuve, on opte pour une procédure de Preferred Indictment, un terme anglophone utilisé dans le jargon judiciaire qui veut dire acte d'accusation direct. J'en ai déjà parlé brièvement, d'ailleurs, là, dans un ancien récit de la saison 3, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le hold-up au restaurant Le Lutin qui bouffe. Oui, ça me dit quelque chose. C'est particulier, la notion de Preferred Indictment. Je le dis en anglais là, parce que dans la couverture journalistique, on utilise toujours le terme anglophone. Donc, c'est particulier parce que, généralement, ça signifie qu'on fait face à une affaire très grave. Puis, on veut accélérer le processus judiciaire en permettant notamment de passer l'étape de l'enquête préliminaire afin d'aller directement en procès devant jury. La procédure permet aussi de protéger des témoins en évitant de les faire témoigner ou de les exposer à un contre-interrogatoire avant le procès. C'est généralement une procédure demandée par la couronne et ça doit absolument être approuvé par le procureur général. Toutefois, à l'époque, là, dans les années 80, c'était plutôt appliqué par le ministre de la Justice lui-même. Ah ouais. C'est assez gros, là. On comprend donc que le Preferred Indictment, là, ça fait rarement l'affaire des avocats de la défense. Pour te donner une idée, l'un des cas les plus connus au Québec qui a employé la procédure du Preferred Indictment, c'est celui du tristement célèbre tueur Luca Rocco Magnotta, qui a tué sauvagement l'étudiant Junlin en 2012. Mais dans le cas du double meurtre de Ronald Bourgoin et Sylvie Reva, on souhaite que le procès débute dès que possible, puisqu'on a affaire à des criminels endurcis. Claude Paquin est d'ailleurs déjà incarcéré pour une peine de 7 ans de pénitencier pour une histoire d'importation de drogue. Même chose pour Michel Telmos, qui purge aussi une peine pour trafic de drogue. Jean-Pierre Gauthier, quant à lui, bien qu'il ne soit pas un enfant de cœur, il est en liberté au moment de son arrestation. Les 3 accusés plaident néanmoins non coupables face aux accusations qui pèsent contre eux. Détail très important ici. Durant le procès, la preuve contre les 3 accusés repose essentiellement, Michel, sur le témoignage d'un délateur, un ancien membre d'un gang criminel très important à Montréal dont faisaient aussi partie les 3 accusés. Claude Paquin, Michel Telmos et Jean-Pierre Gauthier. Le délateur aurait déclaré qu'en juin 1978, Claude Paquin aurait offert 15 000 $ à Telmos et Gauthier en échange d'assassiner le couple. Le crime aurait eu lieu chez Claude Paquin lui-même, là, dans le sous-sol de sa résidence de Rivière-des-Prairies à Montréal, où il était même présent. Telmos et Gauthier s'en seraient pris d'abord à Ronald Bourgoin, qui aurait reçu 2 balles, et ensuite ils auraient malheureusement étranglé Sylvie. Les corps des 2 victimes auraient alors été transportés sur un terrain de Saint-Colomban où on aurait tenté de les enterrer. Les corps ont été retrouvés 4 mois plus tard par les chasseurs. Amené à témoigner, Claude Paquin nie avec conviction son implication dans le meurtre. À ses dires, non seulement il n'a pas commandé le double meurtre, mais il n'a même jamais été présent avant, pendant ou après. Michel Telmos et Jean-Pierre Gauthier clament aussi devant la cour ne pas être responsables de la mort des 2 victimes. Malgré leur témoignage de non-culpabilité, au terme de leur procès, les 3 accusés sont reconnus coupables des meurtres au premier degré de Ronald Bourgoin et sa copine Sylvie Reva. Ils écopent alors d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Bon, là, Michel, je sais que tu dois avoir 1000 questions. Là, je suis passée assez rapidement sur le procès. C'est voulu, là, c'est stratégique, mon affaire. Mais fais-moi confiance, tu vas avoir tes réponses. Je sais qu'il y a beaucoup de noms, mais je te rappelle que mon récit tourne autour de l'histoire de Claude Paquin. Je vais donc remonter un peu en arrière, avant le double meurtre, et te faire le portrait du milieu criminel dans lequel il baignait. OK. J'ai très peu d'informations sur la vie personnelle de Claude Paquin, d'où il vient, c'est qui sa famille, où est-ce qu'il a grandi. Toutefois, j'ai pu me faire un portrait assez clair de sa carrière criminelle très représentative du monde interlope des années 70. Bien qu'en 1983, il purgeait déjà une sentence pour importation de drogue,
Il s'était surtout fait connaître dans les années 70 dans des histoires de vols à main armée, des braquages de banques. Dans un article du journal Dimanche matin du 31 juillet 1983, on raconte qu'en 1975, Claude Paquin aurait dérobé un montant qui frôle les 465 000 $, d'une succursale de la Banque Royale de Belleuil sur la rive sud de Montréal. Écoute ça, là, il se serait fait passer pour un agent de sécurité privé d'une compagnie de camions blindés là, qui transporte les gros montants d'argent. Là. Il avait supposément en sa possession un porte-document qui contenait une fausse bombe. Bon, ça sonne comme une histoire absolument rocambolesque. Là. Puis de ce que je comprends, il n'aurait finalement pas été accusé pour ce crime-là. C'est pas clair, mais cela dit, le montant d'argent n'aurait apparemment jamais été retrouvé. Ça illustre assez bien à quel genre de personnage on a affaire. Hein? Un criminel d'expérience qui, quelques années plus tard, travaillera aux côtés de nul autre que le criminel notoire Bernard Provençal, dit Big Ben. Michel, je pèse sur pause. On met de côté quelques minutes le récit de Claude Paquin. Pendant mes recherches, je suis tombée sur l'ouvrage « Histoire du crime organisé à Montréal de 1980 à 2000 », écrit en 2017 par Pierre de Champlain. Ça a été publié par les Éditions de l'Homme. Le livre présente un chapitre très révélateur qui raconte le parcours criminel de Bernard Big Ben Provençal. J'ai pas le choix de t'en faire un bref portrait pour que tu comprennes mieux la suite. Dans les années 60, les rois de la criminalité dans l'est de la ville de Montréal sont les frères Provençal, Bernard et son frère aîné Roger, qui est à la tête du gang Provençal. C'est une figure très emblématique dans le monde criminel, spécialement à ce qui a trait au vol à main armée, puis surtout au braquage de camions blindés. Tu sais, comme ceux de la Brinks ou de l'Alliance blindée. Ça doit d'ailleurs te sonner une petite cloche, hein? Les frères Provençal ne sont pas les seuls à convoiter les camions de la Brinks à cette époque-là. Tu te rappelles sûrement d'un certain Marcel Talon. Oui, c'est drôle. C'est comme une niche très particulière. Oui, ce type de braquage-là est à ce point populaire entre les années 1960 et 1980 qu'on estime qu'un montant de 8 millions de $ aurait été dévalisé auprès des convoyeurs durant cette période-là. Là. L'Alliance blindée a d'ailleurs fait faillite en raison des braquages trop fréquents. Au-delà de ça, ça devait être l'enfer d'engager des employés. Ça fait peur! Non seulement t'as peur, mais comment screener pour savoir que tu n'engages pas un brigand? C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Autour de 1970, Bernard Provençal a à peine 30 ans et il est l'un des 10 criminels les plus recherchés au Québec. Il sera finalement arrêté et mis sous les verrous pendant une période de 4 ans. À sa sortie, il met de côté sa carrière de voleur, puis il entreprend alors de se lancer dans le trafic de drogue, qui est très lucratif. Hein? Il suit d'ailleurs l'exemple de son frère Roger, qui est l'un des plus grands caïds de Montréal à l'époque. Au début de l'été 1978, Bernard met alors sur pied un commerce illégal d'importation de cocaïne directement à partir du Pérou. De cette façon-là, il y a moins d'entremetteurs, donc plus d'argent dans ses poches. Hein? Mais pour orchestrer tout ça, il décide de s'associer avec 2 autres comparses criminels. Michel, il s'agit de Claude Paquin et Ronald Bourgouin. Le mort? Oui, la personne assassinée avec Sylvie Reva. Les 3 hommes vont mettre en place un système de passeurs de drogue, c'est-à-dire qu'ils paient des individus pour se rendre au Pérou afin de récupérer une quantité faramineuse de cocaïne qu'ils dissimulent sur leur corps à l'aide de gaines pour ensuite prendre un vol vers Curaçao dans les Caraïbes où une autre équipe prend alors possession de la drogue avant de revenir aux États-Unis et ensuite vers le Canada par voie terrestre ou par avion vers Toronto. Seigneur. Et que je serais nerveuse. Un système bien pensé, payant, hein, puis qui fonctionne bien, ou presque. Parce que le petit clan de Bernard Provençal se retrouve très vite dans la mire de la Brigade des stupéfiants de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, puisque peu de temps après le début de leurs opérations, 2 kilos de cocaïne sont saisis à l'aéroport de Toronto. L'organisation de Provençal doit alors demeurer prudente, mais surtout discrète. Bernard Provençal exige à ses comparses, Paquin et Bourgouin, de demeurer le plus effacé possible. Mais toujours d'après l'ouvrage de Pierre de Champlain, Ronald Bourgouin, là, il fait à sa tête, surtout lorsqu'il fréquente les bars où il exhibe ses liasses d'argent. Une fois intoxiqué là, par l'alcool ou la drogue, il devient incontrôlable. Il parle sans inhibition de sa business là, mise sur pied avec Bernard Provençal devant des membres de d'autres clans criminels.
Bien, en agissant comme ça, là, il met évidemment en danger l'organisation et ni Provençal et ni Claude Paquin apprécient son exubérance. Bien, malheureusement, là, Bourgouin ne profitera pas longtemps de son argent puisqu'il disparaît avec sa blonde le 28 juin 1978. Est-ce que Ronald Bourgouin a été tué parce qu'il parlait trop? Au fil des mois, la GRC continue son enquête. Des passeurs de drogue sont arrêtés par les autorités canadiennes et américaines, dont Michel Telmos, un des co-accusés, qui a été arrêté à New York le 16 juillet 1980. Je ne sais pas exactement à quelle date, mais environ au même moment, Claude Paquin a aussi été mis en état d'arrestation et il a été condamné pour importation de cocaïne. Le 2 octobre 1980, c'est finalement au tour de Bernard Big Ben Provençal d'être mis en état d'arrestation. 2 mois plus tard, il est reconnu coupable d'importation de plus de 10 kilos de cocaïne presque pure. Il écope alors de 9 ans de pénitencier. On l'envoie à l'Institut Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, établissement carcéral réputé pour ses détenus dangereux, mais surtout pour son ambiance terrorisante. Mais Bernard Provençal refuse de se soumettre à la vie de détenu. Il décide alors de se tourner vers une solution très audacieuse, voire même controversée dans le but de se sortir de l'enfer du pénitencier. Le 24 mars 1981, Big Ben Provençal devient l'un des délateurs les plus prolifiques auprès du service de police de la ville de Montréal. Tu me niaises. Imagine là, un criminel aussi notoire qui accepte de collaborer et dire tout ce qu'il sait, que ce soit par rapport à des braquages, des meurtres, la corruption et même par rapport à tous ceux qui ont participé à l'importation de cocaïne au sein de sa propre organisation. Il est prêt à parler. Il détient tellement d'informations, Michel, qu'un projet spécial est mis sur pied, le projet ECHO. C'est une première au sein du corps policier de la ville. Des enquêteurs ont la charge de valider toutes les informations fournies par Provençal, de faire l'enquête et de monter la preuve qui permettrait d'aboutir à des arrestations. C'est énorme. Ben oui, méchant dossier. D'après un article de la presse du 13 mars 1990, Provençal aurait permis l'arrestation de 250 criminels, puis il aurait fourni des informations sur 116 histoires de meurtres. C'est incroyable. Et parmi ces déclarations-là, tu te doutes bien, il y a celle qui décrit les circonstances qui entourent les meurtres de Ronald Bourgouin et Sylvie Réva et qui mèneront au procès de Claude Paquin, Michel Telmos et Jean-Pierre Gauthier en 1983. Pendant que Bernard Provençal retrouve sa liberté 1 an plus tard en 1984, son acolyte, Claude Paquin, lui, entame sa sentence de prison à vie. Et dès sa condamnation, Paquin maintient qu'il est innocent et nie catégoriquement sa participation au meurtre de son partenaire d'affaires Ronald Bourgouin et sa copine Sylvie. Et Michel, sa bataille judiciaire pour prouver son innocence va s'étendre sur plus de 40 ans. En 1987, 4 ans après le début de son incarcération, la Cour d'appel du Québec rejette sa demande d'aller en appel de la décision. Claude Paquin frappe un premier mur. L'année suivante, le 27 octobre 1988, la Cour suprême du Canada rejette sa demande d'autorisation de pourvoi. Il s'agit d'une requête auprès d'une juridiction supérieure, comme dans ce cas-ci la Cour suprême, pour obtenir le droit de contester une décision qui a été rendue par une instance inférieure. Avant d'accorder une autorisation de contester, la Cour doit analyser le dossier pour voir s'il n'y a pas une erreur en droit ou un élément qui nécessiterait une clarification judiciaire, par exemple. Dans le cas de la demande de M. Paquin, après analyse, la Cour suprême ne l'autorisera pas à contester son jugement. C'est finalement plus d'une décennie plus tard, soit en novembre 1999, que M. Paquin a pu obtenir par le biais d'un jury une réduction du délai pour l'obtention de sa libération conditionnelle que, normalement, il aurait pu obtenir seulement après 25 ans d'emprisonnement ferme. Évidemment, je me suis demandé pourquoi. En fait, comment, juridiquement parlant, il a pu sortir avant d'avoir purgé ses 25 ans dans le cadre de sa sentence pour meurtre? Question qu'on s'est souvent demandé, d'ailleurs, entre toi et moi, dans certaines histoires où il a été question de criminels récidivistes, par exemple. Bien, je savais pas, Michel, mais jusqu'en mars 2011, les détenus condamnés pour meurtre pouvaient bénéficier de la clause de la dernière chance, soit un article du Code criminel du Canada qui n'est plus en vigueur aujourd'hui.
Ça permettait aux détenus de faire une demande afin qu'un jury composé de 12 citoyens puisse analyser son dossier et déterminer si oui ou non le prévenu peut obtenir une réduction de sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Bon, évidemment, certaines conditions strictes s'appliquaient. Tout d'abord, le détenu devait avoir purgé au moins 15 ans de sa peine, quand même. Il devait expliquer dans sa requête au juge pourquoi il méritait une réduction. Puis, une majorité de 8 jurés devait être d'accord pour réduire le délai. OK. C'est donc après 18 ans d'incarcération que Claude Paquin a pu finalement bénéficier de sa libération conditionnelle en 1999. Mais même s'il est sorti plus vite de prison, il n'a pas mis un frein à son combat pour prouver son innocence. Au contraire. Parce qu'il a beau être libre, Claude Paquin est pour le reste de sa vie sous le contrôle du système judiciaire. Un ex-détenu en libération conditionnelle à la suite d'une condamnation pour meurtre a des conditions strictes à respecter toute sa vie, sans quoi il peut retourner en dedans à tout moment. M. Paquin se bat donc pour retrouver sa vraie liberté. En 2006, près de 7 ans après sa libération conditionnelle, il s'est tourné vers le groupe Projet Innocence Québec pour savoir si son dossier pouvait être pris en charge et éventuellement pouvoir bénéficier de certains recours dans le but de prouver son innocence. Dans la série télévisée Projet Innocence Québec, produit par TVA en 2020, animée par Marie-Claude Barrette, on y consacre justement un épisode sur le cas de Claude Paquin. Âgé de 78 ans au moment de l'enregistrement, on y voit un homme fébrile, nerveux, mais confiant envers l'équipe qui travaille sur son dossier. Et qu'est-ce que c'est au juste le Projet Innocence Québec? Il s'agit d'un groupe fondé en 2002, constitué d'avocats et d'étudiants en droit de l'UQAM, Université du Québec à Montréal, qui travaillent ensemble à défendre les droits des victimes d'erreurs judiciaires. Les avocats étudiants en droit qui prennent en charge les dossiers le font bénévolement, souvent dans le cadre d'un stage en ce qui concerne les futurs avocats. Et Michel, ce sont des heures et des heures de travail, voire même des semaines, des mois ou même des années qu'il consacre à ces dossiers-là, puisque certains étudiants continuent d'être impliqués une fois leur stage terminé. Monsieur Paquin est tombé sur une équipe fabuleuse, très dévouée, qui travaille cœur et âme à la rédaction d'un mémoire destiné au groupe de révision des condamnations criminelles, le GRCC. À quoi il sert ce mémoire-là? Dans un premier temps, il aide avant tout à faciliter la compréhension du parcours judiciaire de M. Paquin. Donc, le document explique chacune des étapes du parcours judiciaire, soit à partir du procès en 1983, en passant par toutes les étapes subséquentes, comme ses demandes en appel, sa demande de libération conditionnelle. En plus de tout ça, l'équipe travaille à mettre en lumière de nouveaux éléments qui pourraient prouver qu'il y a bien eu une erreur judiciaire. Pendant 14 ans, Michel, son dossier sera entre les mains de Projet Innocence Québec, jusqu'en janvier 2020 où, enfin, le fameux mémoire est déposé auprès du groupe de révision des condamnations criminelles. Pendant ces 14 années-là, ils ont été en mesure de trouver des éléments très révélateurs. Michel, écoute ça. Il a notamment été prouvé que Bernard Provençal aurait reçu plusieurs avantages en échange de ses nombreuses déclarations à la police dans le cadre du projet ECHO, dont celle qui concernait Claude Paquin. Par exemple, des avantages en termes de conditions de détention, des retraits d'accusation qui pesaient contre lui en lien avec certains délits, et il a eu droit à une libération anticipée. Michel, il a même reçu des montants d'argent qui frôleraient un total de 100 000 $. Peux-tu nous lire quelques extraits de la demande de révision, le mémoire, rédigé par l'équipe de Projet Innocence? C'est tiré du Journal de Montréal du 30 avril 2024. Le témoignage du délateur a été fabriqué. Le délateur Provençal fait mention de certains avantages qu'il aurait reçus en échange de ses déclarations dans un affidavit. Les policiers auraient fermé les yeux sur des crimes majeurs commis par le délateur Provençal. Le délateur Provençal aurait même vécu dans une roulotte appartenant aux policiers. Et les policiers lui auraient demandé de taire à la cour toute forme d'avantage qu'il aurait pu recevoir. C'est écrit noir sur blanc. À aucun moment avant ou durant le procès de Claude Paquin, les avocats de la défense ont su les avantages auxquels a eu droit Provençal pour dénoncer leur client. Mais là, attends, il n'y avait aucune autre preuve que ce témoignage-là? C'était basé essentiellement sur ça.
Est-ce que Bernard Provençal a témoigné contre Paquin simplement pour faire plaisir aux policiers? Bien, on dirait que oui. Il s'est carrément parjuré devant la cour pour pouvoir bénéficier de nombreux avantages. On appelle ça dans le jargon juridique un témoin taré, c'est-à-dire un témoin qui a un intérêt à mentir. Est-ce qu'en étant mis au fait des avantages qu'a reçus le délateur, la défense aurait pu démontrer un doute quant à la crédibilité du témoignage de Provençal? Bien là, c'est sûr. Assurément. Puis est-ce que ça a aussi un lien avec le fait que la procédure Preferred Indictment a été déployée dans le cadre de ce procès-là pour s'assurer de ne pas faire témoigner Provençal en amont du procès? Bien, la réponse est oui. On ne voulait pas l'exposer davantage. Puis c'est pas tout. L'un des co-accusés du double meurtre, Michel Telmos, a été rencontré par l'équipe de Projet Innocence en 2016 et, à la surprise de tout le monde, il a émis un témoignage absolument choquant. Il raconte qu'il a bel et bien participé à enterrer les cadavres des deux victimes. Mais il est clair sur un point. Non seulement les meurtres n'ont pas eu lieu dans la résidence de Claude Paquin, comme Provençal l'a dit, mais il confirme aussi que Paquin n'a aucunement participé au meurtre. Ce témoignage-là, très important de la part de Michel Telmos, a même été double vérifié par le biais d'un polygraphe. Michel, ça innocente entièrement Claude Paquin. Ce que Telmos raconte quant aux circonstances du meurtre est que dans la nuit du 28 juin 1978, il a reçu un appel de Bernard Provençal lui demandant de se rendre à son chalet de Saint-Colomban au plus vite en compagnie de Jean-Pierre Gauthier. Une fois sur place, les deux hommes constatent les dépouilles de Ronald Bourgoin et Sylvie Réva. Ils sont déjà morts. Immédiatement, on leur demande d'enterrer les corps dans la forêt. À ces dires, ni lui, ni Gauthier, ni Claude Paquin n'ont participé au double meurtre. Jean-Pierre Gauthier aussi va déclarer plus tard qu'aucun des membres du trio n'a participé à liquider le couple. Gauthier, quant à lui, a même eu droit à un deuxième procès pour lequel il a finalement plaidé coupable, mais pour une accusation réduite de complicité après le meurtre. Non seulement ça vient appuyer la version de Michel Telmos, mais ça remet en question le ou les auteurs du double meurtre. Ces nouveaux éléments-là dans le dossier de M. Paquin là, sont béton. Impossible que le groupe de révision des condamnations criminelles les rejette. Dans la série Projet Innocence Québec avec Marie-Claude Barrette, on ne connaît pas le dénouement du dossier de Claude Paquin puisque c'est tourné en 2020. On apprend toutefois qu'en octobre, le dossier a bien été accepté auprès du groupe de révision et qu'après analyse, afin de bien déterminer si oui ou non il y a des nouvelles preuves, une enquête officielle s'est enclenchée. C'est un processus qui est très long, qui peut s'étendre sur plusieurs années. Il faut donc s'armer de patience. Le rapport d'enquête doit ensuite être rédigé, toujours par le groupe de révision des condamnations criminelles, et ce rapport-là sera ensuite soumis auprès de M. Paquin et son équipe, mais aussi auprès du procureur de la Couronne. Michel, il va s'écouler 4 ans avant d'obtenir un réel dénouement. Incroyable. C'est finalement en avril 2024 qu'une décision finale a été rendue par le ministre fédéral de la Justice lui-même, M. Arif Virani. À la lumière des éléments présentés dans le rapport, il accepte la tenue d'un nouveau procès pour M. Paquin. Un raz-de-marée d'espoir, enfin. Puis là, 7 mois plus tard, le 6 novembre 2024, contre toute attente, la nouvelle tombe. On apprend dans les médias que la procureure de la Couronne n'a pas l'intention de déposer des nouvelles preuves pour soutenir les accusations de meurtre. Je m'en souviens de cette nouvelle-là, Annie. Claude Paquin est officiellement acquitté devant la juge Lynne Descaries. En s'adressant à elle, il va lui lancer « Vous venez de me sortir de l'enfer ». Après 41 ans, il retrouve enfin sa vraie liberté. Depuis sa sortie de prison en 1999, M. Paquin était pratiquement confiné sur l'île de Montréal. Il devait respecter en tout temps un périmètre de 50 km. Une condition qui se veut sécuritaire lorsqu'on a affaire à un ex-détenu condamné pour meurtre, mais M. Paquin était innocent. Pendant 25 ans, il a respecté ces conditions à la lettre, dans l'attente qu'un jour, on reconnaisse enfin son innocence, et ce jour est enfin venu. Claude Paquin l'a clamé plus d'une fois dans les entrevues. Il n'a jamais prétendu être un enfant de cœur. Cela dit, il est ferme sur la question. Il n'a jamais participé au meurtre de Ronald Bourgoin et Sylvie Réva. Mais c'est qui l'a commis, ce double meurtre-là, Michel? La question demeure officiellement sans réponse. Personne d'autre n'a été jugé pour la mort du couple.
Bon, évidemment, je pense qu'on peut facilement dire que Bernard Provençal a fort probablement joué un rôle dans toute cette histoire-là. Malheureusement, il a réussi à berner les enquêteurs grâce à son témoignage, inventé probablement de toutes pièces. Est-ce qu'il s'est protégé lui-même en dénonçant lâchement 3 autres hommes? Bon, je vais vous laisser le soin d'interpréter la réponse par vous-même. Cela dit, est-ce qu'il a ressenti du remords après coup? J'en doute profondément. Une fois libéré en 1984, Provençal bénéficie d'une nouvelle identité. Il s'appelle maintenant Paul Robinson. Et rapidement, il retombe dans ses anciennes habitudes. Installé à Granby, une municipalité à l'est de Montréal, il investit 15 000 $ dans un commerce de voitures usagées. Mais à peine 1 an plus tard, il est arrêté et condamné à 18 mois de prison à la suite d'accusations en lien avec des vols de voitures, Michel. Au fil des années, il cumule comme ça des peines de prison avec des délits de vol et de fraude, et ce jusqu'en 1991, où il reçoit cette fois-ci une sentence de 9 ans de pénitencier pour une accusation de complicité après le meurtre. À sa sortie en 1999, il va commettre une nouvelle série de braquages armés, puis il va retourner derrière les barreaux pour un autre 6 ans. Bon, j'aurais pu continuer longuement mes recherches quant au lourd parcours criminel et judiciaire de Bernard Provençal ou Paul Robinson, mais je pense qu'on comprend à quel point le monde criminel a pris le dessus sur cet homme-là qui, depuis 1981, vit pourtant dans la peur viscérale de subir un jour des représailles fatales de la part des criminels qui l'a dénoncé, faussement ou non. Claude Paquin, contrairement à son ancien comparse, il a, lui, réellement cheminé sur la bonne voie une fois sa sortie de prison il y a plus de 25 ans. Il a consacré ses énergies à prouver quel homme il était vraiment. Il n'est pas fier de son passé criminel, mais son combat a certainement réussi à changer l'image de meurtrier qu'il avait acquise malgré lui lors de son procès en 1983. Heureusement, ses proches ont toujours cru en son innocence. Ses parents, bien qu'ils soient décédés sans connaître l'aboutissement de ses démarches, ont toujours eu la conviction que leur fils Claude n'était pas un meurtrier. Interviewé à l'émission Tout un matin sur la première chaîne de Radio-Canada au lendemain de son acquittement. Je l'ai écouté, cette entrevue-là en direct. Mais on lui a posé la question. À quoi il rêve maintenant qu'il est un homme libre? Monsieur Claude Paquin, 81 ans, répond simplement « Terminer ma vie comme du monde sans boulet ». Si vous avez des pensées noires et des envies suicidaires, n'hésitez pas à contacter la ligne d'aide et de prévention du suicide au 1-866-APPEL. Vous pouvez aussi texter à tout moment au 535353. Si vous avez des informations au sujet de la disparition de Diane Bonneau, contactez la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Une idée originale et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice